J'ai vu un petit morceau de fresque qui restait visible, tout le reste étant bien dissimulé par du crépi et par du papier. Et donc je me suis dit, de toute façon, ce revêtement est foutu. J'ai percé quelques bulles et j'ai commencé à découvrir qu'il y avait effectivement une fresque en dessous. Donc je viens dans la région depuis 15 ans comme archéologue bénévole pour le musée du Malgré Tout, et donc je cherchais une grande maison à acheter pour ma pension et où je puisse héberger toute notre équipe d'archéologues pendant notre mois de fouille en été. Donc j'ai trouvé celle-ci, je l'ai achetée en juillet 2022. Une toute petite partie était visible, une partie du côté sur le Rhin, et tout le reste était dissimulé sous du crépi ou sous du papier peint. Et donc, par contre, le crépi faisait des bulles, des cloques. Et à un moment donné, donc, je me suis posé, la question de savoir ce qu'il y avait là en dessous. J'en ai percé une, et puis j'ai découvert qu'il y avait effectivement de la peinture en dessous. Et donc, délicatement, j'ai enlevé ce que j'ai pu du crépi, sans abîmer en dessous, découvrant déjà l'âne, une mosquée, de l'eau, enfin des bateaux, etc. Donc je me suis dit, voilà, c'est une fresque nilotique ou d'Afrique du Nord. En fait, j'ai dégagé le crépi et refixé au fur et à mesure. Et quand tout ça a été stabilisé, j'ai pu nettoyer en fait la peinture, et tout ça se fait avec un petit coton accroché à un bâtonnet. Et je viens délicatement frotter mon coton sur la surface et ça vient détacher la crasse. Et puis je change mon coton, donc évidemment ça prend énormément de temps parce que c'est vraiment une action très minutieuse. On fait vraiment attention de ne pas abîmer justement l'œuvre. Ensuite, il a fallu enlever le vernis parce que le vernis a était oxydé, en fait, on dit dans le milieu. C'est-à-dire qu'il avait une couleur jaunâtre et donc il a fallu le retirer. Et là, de nouveau, c'est le même processus avec le petit coton, le bâtonnet et tout des mélanges de solvants. Oui, c'est notamment la grande partie là-bas. Donc ici, il y avait un gros problème d'adhérence, donc un problème d'adhérence au support, c'est-à-dire que la couche picturale, elle ne tenait plus au support, donc il a fallu refixer, etc. et puis reboucher toutes les lacunes. Et après, il a fallu effectivement redonner une certaine cohérence au décor. Et donc là, il y a on va dire une espèce de plage qui est suggérée, mais tout ça est vraiment... c'est vraiment avec une retouche bien spécifique et qui est lisible en fait, parce que de manière générale, on retouche avec une technique illusionniste. Donc c'est avec des tout petits points et en fait, ça permet à nos yeux de faire la synthèse des couleurs et en fait, c'est comme si on rendait à nouveau ce décor visible à travers nos yeux. Ce qui est super important dans le métier, c'est qu'on n'a pas le droit d'interpréter. Donc on n'a pas le droit d'être créatif, d'ajouter sa petite touche personnelle. Si on n'aime pas un détail dans la peinture, ajouter cette petite touche artistique. Donc c'est vraiment une discipline scientifique. Évidemment, il y a des tas de questions qui se posent. Qui a fait ça? Qui habitait dans la maison à l'époque? À quelle époque c'était? Les dates, etc. Pourquoi? Et puis, donc, j'ai trouvé effectivement qu'il y a des peintures murales dans au moins 2 autres maisons de la rue. Une des maisons en face, c'est celle du chantre local, Monsieur Joseph Chaud, qui a écrit des tas de livres, des pièces de théâtre en wallon, qui était lui-même peintre amateur. Et j'ai trouvé le spécialiste local de cet ancien artiste, qui est M. Didier Buchet, le garde forestier en fait d'Aulois. Il m'a expliqué que Joseph Chaud avait invité à Aulois différents artistes, écrivains, mais surtout des peintres. Il m'a montré des tableaux de ces différents peintres. Et il y en a un qui, à son sens, correspondait assez bien avec ce qu'il a pu voir ici. Et effectivement, le côté rose du ciel, l'âne, la scène romantique nord-africaine, etc., tout ça se retrouve dans les œuvres de M. Léon Poutot, un peintre ami de Joseph Chaud, qui est arrivé ici pour la première fois en 1898. J'ai 2 amis égyptologues qui ont vu celle d'Afrique du Nord, et j'ai un ami archéologue allemand qui a vu celle du Rhin. Alors pour le Rhin,
Je lui ai demandé, il m'a dit tout de suite, Christian, évidemment que c'est le Rhin. Donc on a le Rhin, le fleuve entre les deux collines avec des burgten, des châteaux en ruine sur les collines. Et puis nous avons ce bateau à aubes qui remonte. Or, c'est depuis les années 1830 qu'il y a des bateaux à aubes touristiques qui remontaient le Rhin. Il m'a dit non, là, il n'y a aucun doute, c'est le Rhin. L'autre côté, je pensais que c'était le Nil. Mais les deux égyptologues étaient d'accord pour dire qu'il n'y a aucun détail égypte antique qui aurait été mis certainement par le peintre s'il avait voulu représenter l'Égypte. Et en plus, le Nil est toujours représenté avec ses deux rives bien visibles. Et ici, ce qu'on pourrait supposer peut-être une seconde rive, c'est plus probablement des nuages. Et les deux, on pense que c'est plutôt la Méditerranée. On ne peut pas imaginer qu'on continue à représenter une scène allemande à partir de 1914 où nous sommes envahis par les Allemands, etc. Donc pour moi, il y a une fourchette de datation 1898-1914 pour l'œuvre originale.